Bonjour à tous. Pour ce soir, nous donnons la parole à Michel Ndo, dont les enfants ont été illégalement enlevés par ce qu'on appelle les services de la politique sociale de l'aide à l'enfance, dite ASE, en mai 2024. Donc depuis cette date, Michel n'a pas revu sa fille. Enfin, depuis le 8 juillet 2024, Michel Ndo et son mari et le père de la petite fille qui s'appelle Charles Foucault-Aban, n'a pas revu sa fille, qui a été, selon les propos même d'un juge écrit dans une ordonnance, placée au secret. On ne place pas de personnes au secret, pas d'adultes, pas d'enfants. La mise au secret n'existe pas en France. En ce qui concerne Michel Ndo et ses enfants et leur père, toutes les règles des droits de l'homme ont été violées. On en reparlera plus tard. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan avec elle. On va refaire l'histoire un tout petit peu de ce qui s'est passé. Et on reviendra en détail sur toutes les épreuves qu'elle a traversées, parce qu'elles sont nombreuses. On a violé tous les droits de l'homme en ce qui la concerne et en ce qui concerne ses enfants. Y compris des maltraitances au sein des institutions de l'État en ce qui la concerne. Et on reviendra là-dessus. Arrestation arbitraire, violation du droit de la défense, non prise en compte des pièces à charge et à décharge, non-impartialité du juge. Enfin, on ne peut pas revenir sur toutes les problématiques aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va refaire un peu l'histoire de Michel et de ce qui s'est passé. Alors Michel, ce qui serait bien, c'est que tu nous fasses un petit résumé de ce qui s'est passé quand on t'a enlevé tes enfants. Bon, je dis d'abord bonjour à tout le monde et merci de me passer la parole. Au fait, ce qui s'est passé, ça débute le 20 mai 2024, où je découvre dans le téléphone de mon fils un groupe intitulé Argent Facile. Il était question que les enfants dans ce groupe Argent Facile que j'ai découvert dans le téléphone, il était question des jeunes du collège, là où mon fils était inscrit, devaient aller séduire les hommes plus âgés qu'eux. Et moi, ne connaissant pas ce qui m'attendait, j'ai mis ma bouche dans ce groupe en disant que je vais prévenir les parents le matin de ce qui se passe dans le collège. Et voilà, c'est ça qui m'a coûté tous les problèmes que j'ai en France d'avoir découvert cela. Suite à ça, mon fils était déjà attendu au collège le 21 mai, quand il s'en va au collège. Il arrive au collège, le principal, la vice-principale et la CPE l'attendaient déjà. Et c'est comme ça qu'on l'a amené dans le bureau. Il s'est retrouvé face à 3 adultes enfermés dans un bureau. Il a rédigé une lettre de maltraitance contre maman qu'ils ont utilisée par la suite pour faire une information préoccupante. Et le reste s'en est suivi au fait. Je peux appeler ça la séquestration parce que je cherchais mon fils le 21 pour aller récupérer sa petite sœur Norélis à l'école, mais son téléphone ne passait plus. Il a fallu que c'est le voisin qui m'informe qu'il a vu à 19h30 au milieu des adultes qui le conduisaient dans le métro, dans le quartier aux Abbesses, je peux citer parce que ils l'ont amené à Colombes dans un foyer, le principal et la vice-principale, après avoir fait rédiger cette lettre à mon fils. Donc, excuse-moi, si on résume, tu découvres dans le téléphone de ton fils des mails inquiétants, laissant penser qu'il va il est dans un réseau où il peut être pris dans un réseau de pédocriminalité. Tu dis que tu vas prévenir les parents et le lendemain, on prend ton fils, on lui fait signer une lettre qu'on lui dicte. Dans mon souvenir, parce que j'ai interrogé ton fils, il a dit qu'on l'avait écrit sous la dictée de 3 adultes, oui. De 3 adultes dépositaires de l'autorité de droit et de fait, puisque c'était le principal d'un collège et la vice-principale et la CPE. Donc après ça, tu n'as plus de nouvelles de ton fils jusqu'au soir. Mais ce que tu ne nous racontes pas, c'est comment ta petite fille, qui n'est pas du tout impliquée dans l'histoire, qui s'appelle Norélis, est elle aussi enlevée.
Justement, parce que quand je cherchais Richie, pendant que je le cherchais, il était enfermé dans le collège. Donc, il a fallu que j'appelle une voisine à qui je rends. On se rendait souvent des services. Je peux prendre ses enfants quand il n'est pas là. Et moi, là, comme je me suis aussi retrouvée en difficulté, j'étais en train de travailler. Et j'étais loin de Paris, j'étais à Saint-Cloud. Donc, j'ai appelé la voisine. Je lui ai dit, est-ce que tu peux aller récupérer Norélis à l'école en attendant de retrouver où Richie se trouve. C'est comme ça que la voisine est partie récupérer Norélis à l'école. Elle l'a mené à la maison chez elle. Il était 18h10, 15 comme ça. Elle a mené l'enfant chez elle. Mais quelques temps après, vers 18h30, je pense, ou 45 ou 19h, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, ah, voilà, on me demande de ramener l'enfant à l'école. Je dis, mais comment ça se fait? L'école est fermée, comment tu vas amener un enfant à plus de 18h30 à l'école? C'est pratiquement 19h. Elle me dit que c'est sous ordre du procureur. J'ai imploré, j'ai parlé à cette dame, je lui ai dit, tu ne peux pas amener l'enfant tant que tu n'as pas vu l'ordonnance qui prouve que c'est le principal. Et dans les horaires tardifs, l'école est fermée. Je ne comprends pas pourquoi. Elle me dit, on la menace. Je ne sais pas de qui elle parlait. Et c'est la dernière fois que j'ai entendu ma fille au téléphone parce qu'elle pleurait. Elle partait en pleurant parce qu'on était en train de la tirer. Je l'entendais pleurer. Maman, je n'arrive pas. Je lui disais que Norélis, cours, fuis. Quand on va te voir courir, les gens vont se poser la question. Elle me dit, non, je ne peux pas. On me tient la main. C'est comme ça qu'on a mené Norélis dans cette école. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Alors donc il faut préciser qu'il n'y a pas eu d'ordonnance de placement qui a été délivrée avant, qu'il n'y a pas eu d'enquête préliminaire avant que les enfants soient enlevés et que donc Michel ne savait pas où étaient ses enfants, ni son fils de la journée, ni sa fille. Elle l'a eu au téléphone, mais c'est tout. La petite fille a été prise en charge par une assistante sociale dont la directrice de l'école nous a dit qu'elle n'était pas, elle l'a dit textuellement, qu'elle n'était pas l'assistante sociale de l'école. Et elle a été ensuite emmenée au 184 rue Ordonnaire, 183 rue Ordonnaire, qui est un des centres de ce qu'on appelle la politique d'aide sociale en France du Conseil départemental de Paris, où elle est restée et sans qu'on prévienne vraiment la mère de l'endroit où elle était. Et il faut préciser qu'un procureur n'appelle pas un témoin comme ça. A priori, ça ne se passe pas comme ça et que normalement un enfant doit être pris par des personnes dépositaires de la loi, soit des policiers, pas par des gens qui sont des établissements ou des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça que Norélis, vers 18h45, je reçois un coup de fil privé. Et dans ce coup de fil privé, on me dit c'est la CRIP. Je ne connais pas ce que c'est que la CRIP, moi, parce que je n'ai jamais eu affaire avec eux. Et la personne au bout du fil, elle me dit, vous ne verrez jamais plus vos enfants. Je dis, pourquoi je ne verrai plus mes enfants? Elle me dit, oui, vos enfants vont porter plainte contre vous. Je dis, moi j'ai déposé mes enfants à l'école, tout allait bien, comment vous me dites que mes enfants ont porté plainte contre moi? J'ai dit, ok, comme je ne verrai pas mes enfants, j'ai voulu savoir plus, la personne m'a raccroché au nez. Et c'est comme ça, j'ai commencé à appeler l'école Forest, là où ma fille était. Et les gens là me raccrochaient au nez. Ça sonnait, ça raccrochait. Et mes enfants, les aînés qui étaient aussi occupés, je les ai informés de la situation. Donc c'est comme ça que mes aînés ont couru vers l'école Forest. Ils arrivent à l'école, tout est dans le noir. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre. L'école est dans le noir. Ils ont amené l'enfant. Reste à savoir, parce que je me pose toujours la question. Comment ça se fait que l'école est dans le noir? Parce qu'on a essayé de rattraper ces gens et qu'on nous dise que l'enfant était là-bas. Donc c'est comme ça que ma fille est partie. Et rien ne peut nous attester que réellement elle était dans cette école, dans les horaires tardifs en plus. Oui, puisque normalement l'école est fermée et que la directrice de l'école a témoigné qu'elle n'était pas dans l'école au moment des faits. Voilà. Donc on ne sait pas entre les mains de qui la petite Norélis a été placée. Donc c'est des manquements, c'est des violations très très graves des droits de l'enfant. Et surtout, on ne peut pas enlever des enfants à des parents tant qu'il n'y a pas eu une enquête préliminaire et une instruction qui ont été ouvertes.
Donc là, dans le cas présent, ça n'a pas été fait. Donc après, tu vas revoir ta fille, on va sauter un peu dans le temps parce que sinon ça sera très long. Tu vas revoir ta fille une première fois pour une visite médiatisée, c'est ça? Et Oui. tu vas découvrir qu'elle est blessée au bras, très gravement blessée au bras. Oui, je revois ma fille 3 jours après. Quand je dis même 3 jours après, parce que quand ils ont été pris le 21, le 22, je suis quand même partie au 183 rue Ordinaire pour me renseigner. C'est comme ça que 2 dames s'approchent vers moi, ils me donnent une feuille. Je ne vais jamais oublier ce détail. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit, voilà, vos enfants ont porté plainte contre vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je les ai dit, non, mes enfants ne peuvent pas porter plainte contre moi et eux. Ils me disent que, Madame Do, si vous voulez que tout se passe bien, voilà la feuille, rédigez une lettre ici, que vous tapez sur vos enfants et on ne va pas aller devant le juge. Je les ai dit, moi je n'ai jamais tapé mes enfants, je ne peux pas accepter signer cette lettre en plus. Pourquoi vous me demandez ce que je ne peux pas faire? Et la bonne dame qui était là, elle me dit, bon, tant pis, on va aller devant le juge. Moi, croyant à la justice, croyant que c'est devant le juge que je vais voir vraiment la justice, je commettais plutôt une erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur parce que j'ai accepté aller devant le juge. Parce qu'il ne pouvait pas rédiger cette lettre comme imposée au 183 rue Ordinaire. Ces gens, je les reconnais bien. Et j'ai encore leur nom, les gens qui sont venus me voir. En même temps, tu ne pouvais pas mentir. On ne peut pas mentir. C'est se parjurer. Alors, il faut quand même dire que des enfants mineurs ne peuvent pas porter plainte contre leurs parents. Il faut qu'il y ait des graves suspicions de violence et que ces violences soient avérées, prouvées par un juge. Donc, il y a déjà eu un jugement contre les parents et qu'il y ait ce qu'on appelle un administrateur ad hoc qui soit nommé. Mais un administrateur ad hoc n'est nommé qu'après que la justice ait précisé que les enfants avaient besoin d'un tuteur légal. Donc, à l'état, au moment où se produisent les faits, les enfants ne peuvent pas porter plainte contre leur mère ni contre leur père. Donc après, tu vois cette blessure. Bon, je vois cette blessure maintenant le 23 mai parce que Norélie s'apprêtait à aller au scout et il y avait son anniversaire. Donc, quand on l'a récupérée, j'ai appelé les voisins qui sont partis m'accompagner parce qu'on a fait une délégation et nous sommes allés au 183 rue Ordinaire, là où se trouve l'ASE. Et on s'est mis à faire l'anniversaire de Norélie. Et au moins c'est ça, ils nous ont laissé faire l'anniversaire de l'enfant. C'était le 24, ce n'était pas le 23, c'était le 24 parce que Norélie est née le 25. Donc on a fêté son anniversaire. Pendant qu'on fêtait son anniversaire, on filmait. Pendant qu'on est en train de filmer, vers la fin, Norélie vient vers moi. Elle me dit, maman, regarde ce qu'on m'a fait. Elle montre la main, elle tire son pull, elle me dit, maman, regarde ce qu'on m'a fait. Et on a eu le temps de filmer parce qu'on était vraiment en train de filmer. Je vois une blessure au niveau de la main de l'enfant. Et je demande, mais qui t'a fait ça? Elle me dit, maman, je ne connais pas. On m'a dit que c'est un chat. Et là, dès que Norélie a montré ça, je vous assure, le comportement de toutes les femmes qui étaient ce jour de l'aide sociale à l'enfance, ils sont tous sortis de la salle parce qu'ils n'ont pas voulu que Norélie montre ça. Et je suis sûre qu'elle a été punie. Donc ils sont sortis de la salle. Quand ils sont revenus, 5 minutes après, avec la directrice de l'ASE, qui est venue m'expliquer que oui, c'est les gratinus, c'est un chat qui a fait ça. J'ai posé la question pour savoir si on l'a amené à l'hôpital, puisque c'est un chat, c'est quand même inquiétant. Ils me disent que non, ça va passer, c'est un chat. Et la blessure de l'enfant s'est infectée pendant 2 semaines. On ne l'a pas amené à l'hôpital voir un médecin. Voilà. Donc il faut préciser que la blessure de Norélie, puisque aucun de nos médecins n'a pu arriver jusqu'à Norélie. Les personnels de l'ASE nous ont interdit, nous ont pas permis, n'ont pas permis de contre-expertise médicale ni de contre-expertise psychologique faite par des gens assermentés. Donc on a quand même montré les photos de la blessure de Norélie et les médecins à qui nous l'avons montré ont tous réfuté l'idée que c'était une blessure de chat, ont plutôt parlé de barbelé ou d'attaque d'une blessure beaucoup plus profonde que ça. Voilà, donc
à partir de ce moment-là, ça devient un enfer pour toi? Ça devient un enfer pour moi parce que j'ai découvert cette blessure et comme j'ai insisté qu'il faut qu'ils amènent mon enfant, ils mettaient barrage à tout parce que j'ai décidé, je disais que non, il faut que j'étais inquiète au fait. C'est là qu'ils m'ont, la psychologue de l'ASE, que bon, comme on me dit, il faut taire les noms, je préfère taire les noms. Et elle me dit qu'elle va appeler l'OSE qui s'occupe de l'enfant. Je dis, mais comment ça se fait, l'ASE et l'OSE? Quelle est la différence? C'est là que je découvre la première fois le mot OSE dans ma vie. Je dis, l'OSE, c'est quoi? Elle me dit que non, ils font dans les placements, ils travaillent avec nous, c'est eux qui fournissent les familles d'accueil. Je dis, comment ça se fait que l'enfant se retrouve dans une famille d'accueil en 1 semaine ou 2 semaines qu'on l'a pris? Et voilà. Elle me dit, bon, on te donne le numéro de l'OSE, il faut les appeler pour prendre rendez-vous. Et quand j'appelle avec le numéro qu'ils me donnent à l'OSE, ils me disent que non, c'est interdit de parler à l'enfant, c'est interdit. Et on m'a coupé tous les liens que je ne pouvais plus parler avec mon enfant. C'est comme ça que je me retrouve dans l'inquiétude et c'est comme ça que les menaces commencent. Il faut remettre le carnet de santé. Dès que je pose la question, est-ce que l'enfant garde quand même les liens là où vous l'avez amené? Vous ne pouvez pas couper les liens comme ça. Est-ce qu'elle part à l'école? On me dit oui, elle part à l'école. Mais quand j'appelle l'école Forest, là où elle était inscrite, ils me disent que non, Norélis est déscolarisée et elle ne vient plus à l'école. Donc, je rappelle l'OSE qui me dit que non, on lui donne cours à la maison. Quand je revois Norélis quelque temps avant l'audience, elle me dit que maman, je ne pars pas à l'école. Et on m'a dit qu'on va me trouver une école à côté de là où j'habite. Et c'est comme ça qu'on a eu l'audience le 14 juin. On a demandé à prendre de l'avocat pour les enfants parce qu'on ne comprenait pas ce qui est arrivé. Et le juge a refusé. Entre-temps, elle nous a envoyé un courrier qu'on pouvait prendre d'avocat pour les enfants. J'ai encore ce courrier qu'ils m'ont envoyé. Et quand on trouve un avocat pour les enfants, le juge refuse. Ils nous ont tout carrément refusé. Non seulement ils ont refusé que mes aînés qui habitent dans les frères aînés et les sœurs aînées de Norélis et de Ruchi assistent à l'audience puisqu'ils parlent de violence et qu'il fallait un placement immédiat. Et là, quand mes aînés veulent intervenir, le juge refuse. C'est comme ça. Alors, donc on va préciser une chose parce que tu parles de l'OSE et les gens vont se mélanger un peu entre l'OSE et l'ASE. Donc l'OSE, c'est une association qui s'appelle l'œuvre de secours aux enfants, qui est une association qui est en lien avec de façon très hallucinante avec une SCI immobilière qui s'appelle Vaillant Cocteau. Donc il y a des liens commerciaux, on ne sait pas trop, et qui a énormément de foyers, de placements, d'accueil des enfants. Mais en réalité, ils n'ont pas vocation à garder les enfants sur le long terme. Donc ça, on ne sait pas trop pourquoi et comment ils ont fini là, parce qu'ils ne font pas d'accueil d'enfants à long terme. Donc ça, c'est une première précision, c'est-à-dire que ta fille n'est pas placée dans un foyer, ce qu'ils appellent un service gardien de la politique d'aide sociale à l'enfance. On reviendra sur le fait que l'ASE n'existe pas, mais dans un foyer qui relève d'une association d'ordre privé qui s'appelle l'œuvre de secours aux enfants. Donc voilà. Et puis l'autre chose, c'est que quand des parents demandent à ce qu'un avocat soit nommé pour leurs enfants, il est légitime et ils ont le droit de le faire et la justice ne peut pas le refuser. De même, la justice a refusé d'entendre tous les témoins en tout cas à décharge. On n'a pas attendu beaucoup de témoins, mais en tout cas tous les témoins à décharge. Les frères et sœurs n'ont pas été entendus. Le père n'est pas pris en compte, même s'il habite au Cameroun. Ton mari, enfin le père de tes enfants... Il a même appelé plusieurs fois l'OSE. On a appelé du Cameroun l'OSE. Et là, il y a une dame qu'on appelle, qui disait qu'elle était l'éducatrice, qui dit vous mentez, vous n'êtes pas le père de Norélis. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans ma famille carrément, d'une façon méprisante à ma personne, méprisante même avec mes enfants. Et donc ce qu'il faut... Voilà.
Oui, et donc ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils t'ont jamais laissé le droit à la parole. Jamais, je n'ai jamais eu de droit à la parole. Et Jamais. que donc ils ne tiennent pas compte, alors ça c'est très grave, parce que c'est un déni du droit de la défense, c'est un déni de justice en France, c'est une violation du droit en plus camerounais, c'est très très grave, le Cameroun serait en droit de provoquer un incident diplomatique pour ces raisons-là. Ils ne tiennent pas compte des actes de naissance de tes enfants, qui sont des ressortissants camerounais, et qui ont des actes de naissance camerounais avec le nom du père qui apparaît clairement sur leur état civil en fait. Donc la justice française ne tient pas compte de ça. Donc elle ne prend pas en compte les plus élémentaires de tes droits. Donc juste après que tes enfants soient placés, donc la santé de ton fils se dégrade. Oui, juste après, la santé de mon fils se dégrade parce qu'il se retrouvait là où le principal et la vice-principale. C'est comme si ils se sont organisés de le mettre dans un endroit qu'il va vraiment avoir une santé dégradante, avoir des fréquentations mauvaises au fait. Ils se sont vraiment organisés parce que vous ne pouvez pas enlever l'enfant sur Paris. Il y a des foyers à Paris, il y a des foyers d'urgence. Vous partez sur un endroit bien précis et dans la nuit. Et Norelis est là, il y a des foyers sur Paris, mais il se retrouve à Lozeux directement dans une famille. Je n'ai pas compris parce qu'il parlait d'urgence. Il n'y a aucun document qui montre l'urgence. Je n'ai jamais été entendu par la police ou quoi que ce soit. Quand on parle d'urgence, il faut quand même l'expertise d'un médecin et autres et être entendu à la police. Mais tout ça s'est passé après l'audience du 14 juin 2025 ou 24 où franchement cette audience, ils ne m'ont même pas donné un seul instant même pour bien m'exprimer et comprendre au fait. Les enfants étaient même contents ce jour qu'ils allaient rentrer à la maison parce qu'ils attendaient aussi cette audience. D'accord. Donc Norelis est sorti de l'audience, il me dit que le juge lui a carrément dit ce n'est pas toi qui décides. Ma fille Norelis, elle s'est sortie de l'audience, elle dit, elle est rentrée, elle dit maman, le juge m'a dit ce n'est pas toi qui décides de rentrer à la maison. Richie aussi est venu avec les mêmes paroles. Maman, ils me disent que ce n'est pas moi qui décide. Je les ai dit, il faut prier, moi je n'ai pas de force. Si c'est ça la justice, si c'est ça un juge qui ne peut pas écouter l'enfant, qui ne peut rien, même la famille, moi je ne comprends pas comment la justice française fonctionne. Que vous arrivez un juge qui est censé parler de loi, qui arrive à menacer un enfant pour lui dire ce n'est pas toi qui décides parce que l'enfant refuse ce que la demande du juge. Alors, le juge ne peut pas refuser la demande de l'enfant dans la mesure où il doit écouter la parole de l'enfant, parce que la parole de l'enfant doit être écoutée par le juge, et qu'en plus, il est prescrit par la loi que l'enfant doit être maintenu le plus possible dans son milieu familial. Alors, c'est la loi qui le dit. Donc là, le juge, il enlève les enfants. Il n'y a pas eu d'enquête policière avant, ce qu'on appelle une enquête préliminaire, pour savoir si tu étais maltraitante ou pas. Ou violente, parce que ça part d'une histoire de violence. Il n'y a pas eu d'instruction menée par un juge d'instruction, donc il n'y a pas eu de procédure en justice, et donc tout s'est emballé et ça tourne un peu en rond. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de pièces à charge dans les dossiers. Tu n'es pas la seule affaire d'ailleurs qui est comme ça, il y en a plein, on en a évoqué beaucoup. Et donc là, tu n'as toujours pas contact avec tes enfants Non, le juge Bartou. En fait, ce que je vis, je me demande si nous sommes encore dans le pays des droits de l'homme qu'on nous a toujours présenté, parce que je n'ai jamais vu ce que je suis en train de vivre au jour d'aujourd'hui, parce que après l'audience du 14 juin 2024, le 20 juin, c'est l'ASE qui m'appelle au téléphone pour m'informer de la décision de justice de garder les enfants. C'est ça. Alors il faut dire une chose qui est une violation des lois, c'est qu'aucun des jugements, aucune des ordonnances qui ont été prises contre Michel n'a été délivrée ou notifiée à Michel. C'est-à-dire que ni un huissier, elle n'a pas reçu le courrier par accusé de réception. Tout passe par des canaux un peu parallèles. Et or, il faut savoir qu'un jugement doit être délivré ou notifié, soit par huissier, soit par courrier recommandé, ce qui n'a jamais été le cas en ce qui te concerne. Donc, quand je reviens sur ça, donc quand il m'appelle le 20 juin
au téléphone. Mon fils Richie était avec nous à la maison. Il était juste en bas de l'escalier. Il était content qu'il allait rentrer. On attendait tous la décision du juge. Donc, dès que la ZE m'a informé de ça, j'ai commencé à crier, j'ai pleuré. Mon fils me dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, on vous a maintenu dans le placement jusqu'en 31 décembre 2024. Elle me dit, lui, il n'accepte pas ça. C'est ce que Richie m'a dit. Il me dit, je n'accepte pas ça. Je m'en vais voir le principal du collège. Et il est parti en courant pour voir le principal du collège. C'est comme ça que je sors pour l'accompagner, pour lui dire, Richie, ne fais pas ça, parce que quand la façon qu'il courait, c'est comme s'il partait pour dire, ah oui, il faut qu'il lui donne une explication. Et là, on arrive devant le collège, moi et Richie, on sonne, et dès qu'on a sonné, on arrive, c'est la vice-principale qui vient nous ouvrir. La vice-principale nous ouvre la porte. Richie qui prend la parole, il demande à la vice-principale, vous m'avez dit que ça sera pour 7 jours, vous m'avez menti. Et la vice-principale qui lui dit, il faut aller demander au juge, ce n'est pas moi qui décide. C'est comme ça que Richie s'assoit sur les escaliers du collège, il se met à pleurer. Et moi, en voyant mon fils en train de pleurer, ça me fait de la peine, je commence alors à vouloir raconter aux gens ce qui s'est passé. Et Madame Pia, excusez-moi de prononcer son nom, la vice-principale, qu'est-ce qu'elle a fait? Pendant que les enseignants venaient vers moi pour me poser des questions pour ce qui se passait, parce qu'il y a beaucoup de personnes du collège qui voulaient savoir ce qui se passait, elle a mis une alarme Vigipirate. Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. Elle a d'abord bloqué parce que je voulais sortir, parce que quand j'ai vu que ça ne valait pas la peine, parce qu'elle ne voulait pas qu'on explique aux autres enseignants qui venaient vers nous, elle a bloqué la porte. Parce que je partais, j'ai dit à Richie qu'on rentre à la maison. Dès que j'ai poussé la porte, j'ai vu derrière la gardienne du collège, la vice-principale. Ils m'ont bloqué le chemin pour rentrer chez moi. Et c'est comme ça qu'elle a lancé l'alarme Vigipirate. Et je me suis retrouvée avec plus de 20 policiers devant moi. J'étais contente que la police est arrivée parce que je me suis sentie séquestrée, moi et mon fils. Quand la police arrive plus tôt, ils commencent par me bousculer. Tu arrêtes. Ces jeunes hommes étaient vraiment... Ils m'ont bousculé. Je vous assure, si je ne te suis pas morte ce jour, c'est parce que Dieu m'aime beaucoup. Ils m'ont violenté à l'intérieur du collège. Comme on a vu chez John Floyd, c'est comme ça que ces gens étaient versés sur moi. Près de 6 policiers, un le pied sur la tête, le genou, il m'a appuyé le cou, l'autre m'a appuyé la tête comme si j'étais une terroriste. Et c'est ce qu'ils ont servi aux gens pour dire que j'étais terroriste. Donc voilà, les gens qui n'ont jamais eu l'explication de ce qui s'est passé ce jour-là. Et là, je me suis retrouvée en garde à vue. Quand je me suis retrouvée en garde à vue là-bas, les violences, pas possible. Ils m'ont imposé, ils m'ont dit carrément, si tu veux sortir de la garde à vue, avoue que tu as mordu un policier. Que je ne connais même pas quand est-ce que j'ai mordu ce policier. Ils m'ont dit ça à garde à vue au commissariat de la Goudomp, parce que je ne vais jamais arrêter, et ce jour, je ne vais pas oublier. Ils me disent qu'il faut que j'avoue. Ils me disaient, ils n'arrêtaient même pas de me dire à l'intérieur, tu vas nous payer cher, tu vas nous payer cher. C'est ce qu'ils n'arrêtaient pas de me dire à l'intérieur du commissariat. Ça va nous faire beaucoup d'argent. Tu vas nous payer. Tu as mordu nos collègues. J'ai dit, je ne connais même pas quand est-ce que j'ai mordu. Et après même, je me suis dit, bon, si j'ai mordu le policier, j'ai dit, je demande pardon au policier. Je ne connais pas à quel moment j'ai mordu ce policier. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec 48 heures de garde à vue sous la pression de ces policiers. Alors, il y a eu 48 heures de garde à vue, donc on va prendre le volet d'un point de vue juridique. La garde à vue n'a pas été déclarée par une OPJ, la garde à vue n'avait pas lieu d'être. En fait, tu n'étais pas menaçante au sein de l'établissement. D'ailleurs, les policiers l'ont reconnu. Il y a une vidéo, mais surtout les policiers l'ont reconnu dans les procès-verbaux. Que tu criais, mais que tu demandais qu'on te rende des enfants, mais que tu n'étais pas agressif. C'est écrit dans des procès-verbaux de la police. Donc la règle de proportionnalité n'a pas du tout été respectée, puisque tu as eu 3 jours d'ITT, que tu avais eu des bleus sur le visage, des bleus sur les jambes, des bleus sur les bras,
puisque tu as eu très mal au dos pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc c'est une première garde à vue qui t'a été infligée et qui est une violation, mais gravissime des droits de l'homme, et que tu n'as pas eu droit à un avocat, puisqu'ils n'ont pas appelé d'avocat, c'est qui est aussi un droit, une violation du droit de la défense. Donc voilà, on en est là. Il faut aussi préciser que ton fils, quand il a été placé au foyer, a fait une première tentative de suicide. Oui, beaucoup, oui. Que ensuite... Qu'ils t'ont caché. Qu'ensuite, cet enfant traînait dans les rues, bien qu'il soit au foyer, jusqu'à 2h, 3h du matin, puisque tu avais encore le suivi sur son téléphone et qui se trouvait dans des quartiers malfamés. Et il subissait des menaces qu'il ne m'a jamais dit de qui ces menaces viennent. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans cette pression et que je ne sais pas avec qui menace cet enfant jusqu'à ce jour. Parce que ce que je suis en train de vivre, personne ne peut vivre ça. Et la question que je me pose, je vais vous montrer les procès-verbaux. Norelis avait déjà un représentant légal. Dès qu'ils m'ont annoncé le 20 juin 2024 que l'enfant est placé à l'OSE et qu'ils ont déjà trouvé une famille, jusqu'au 31 décembre, je vous assure, ils ont donné l'autorisation à l'OSE de signer tout à ma place. Donc on m'a enlevé carrément l'autorité. Et depuis ces jours, je ne fais que subir dépression, ma famille menacée, l'enfant Norelis, le 8 juillet, que je devais avoir une visite médiatisée avec elle, que je suis même arrivée ce jour avec une amie. Avec moi? Avec Véronique. Ah oui, c'était avec toi que je suis partie. Je ne savais pas qui Véronique a assisté à cette visite médiatisée. Norelis, dans la peur, parce que tu pouvais lire la peur sur cet enfant. J'ai appelé ma fille pour prier. On était dans un bureau pour prier. Et là, dans le rapport de l'OSE et de l'ASE, ça se retrouve que je sais qu'ils sont en train de m'accuser de m'enlever les droits de visite parce que je me suis mise en genoux pour prier avec ma fille. Et ils m'ont interdit, ils ont coupé tous les visites médiatisées que j'avais parce que j'ai osé prier avec ma fille. Donc depuis le 8 juillet, je n'ai plus jamais vu ma fille. 8 juillet 2024 parce que j'ai prié. Alors, voilà. C'est la raison officielle. Moi, j'étais présente parce que le juge fait semblant, en tout cas, les personnels de l'ASE qui étaient présents ce jour-là ont omis de dire que j'étais présente sur les lieux dans leur déclaration, leur déposition auprès de la police. Donc, j'en profite pour dire que j'étais là ce jour-là, ce 8 juillet 2024, que j'ai assisté à cette visite médiatisée, cette dernière visite médiatisée jusqu'au bout. Que Norelis effectivement était terrorisée et qu'à chaque fois qu'elle faisait quelque chose vis-à-vis de sa mère, s'approcher de sa mère, faire quelque chose avec sa mère, elle attendait le consentement, elle demandait un consentement visuel au personnel qui était là. Que effectivement il a été reproché à Michel de se mettre à genoux avec sa fille pour faire la prière, alors que je rappelle que depuis l'édit de Nantes, la pratique de la religion est tout à fait libre en France et que les droits de l'homme, chacun, la déclaration des droits de l'homme dit que chacun est libre de ses convictions religieuses. Donc il y a eu une prière effectivement, mais de gens qui sont croyants, parce que Michel est croyante, ses enfants sont croyants. Elle devait prendre sa première communion, elle devait prendre sa première communion. Je ne voulais pas qu'elle laisse tout ce qu'on l'a montré à la maison. Exactement. Et puis Norelis, qui connaît Norelis, sait qu'elle récite des prières, qu'elle est impliquée dans les scouts, qu'elle allait au catéchisme tout le temps. Bien Donc sûr. Ce n'était que quelque chose de normal chez toi, faire la prière, qui est quelque chose que vous faites quotidiennement. Donc voilà, on lui a retiré le droit de voir son enfant parce qu'elle a fait la prière, ce qui est une violation des droits de l'homme sur un pays qui est à la base à la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme. Donc voilà, c'est une violation de tes droits, des droits fondamentaux de Norelis. Après cette visite médiatisée, tu n'as plus jamais vu Norelis? Je n'ai plus jamais vu Norelis. Et là, Norelis, la torture, je subis de ces pressions, la police vient à la maison, il me casse la porte, il termine même de me tabasser. Je me retrouve Richie qui fuit le foyer pour venir se cacher à la maison suite aux violences qu'il reçoit dans le foyer, là où on l'a mis. Et
Et en plus, ce qui m'a encore plus marqué, c'est qu'ils font des procédures sur Richie. Ces procédures que je n'ai pas le droit de prendre un avocat. Le juge m'impose les commis d'office. À chaque fois que la famille a voulu entrer dans le dossier de Richie pour envoyer un avocat propre à la famille, le juge des enfants met barrière, la police met barrière. Et les ordonnances, quand ils me remettent les ordonnances, je m'en rends compte qu'il n'y a même pas de contradictoire dans les ordonnances, comme le groupe Argent Facile qui n'a jamais apparu dans le dossier, dans les ordonnances du juge. Et pourtant, on a toujours évoqué cette histoire d'argent facile et des enfants qui se sont trouvés, parce que c'est suite à ça qu'on a amené mon enfant. Mais ça est carrément caché des ordonnances du juge. Et voilà. Et donc, on va quand même dire que alors, aujourd'hui, on fait l'émission essentiellement pour Norelis, mais on peut quand même dire que la santé de Richie ne cesse de se dégrader. Beaucoup. Que l'année dernière, bien qu'il ait été en foyer, alors que quand il était chez toi, il était scolarisé, que vous lui payiez des cours par Academia. Il y a des preuves de tout ça, effectivement. Il allait à la Cité des Sciences parce qu'il aimait bien lire, Richie. J'ai encore les factures de la Cité des Sciences. Je prenais un pack de l'année. Et Norelis aimait aussi aller à la Cité des Sciences. Elle aimait faire la chorale, elle aimait aller à plusieurs endroits. Au jour d'aujourd'hui, elle est privée de tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi c'est Norelis qui a la sanction la plus dure. Pourquoi elle qui n'a jamais dit ou bien dit voilà, maman a tapé à la maison ou bien quoi que ce soit. Et ce que je m'en rends compte en plus, c'est que l'enquête commence au mois de juillet. C'est la première fois qu'on pose des questions à Norelis sur les prétendues violences comme accuse sur les enfants. Et quand tu lis ces procès-verbaux, tu constates carrément que c'est un discours guidé de la police. Et j'aurai le temps de vous présenter tous ces procès-verbaux. On fera. Voilà. On refera. Donc, Richie, depuis qu'il a été placé, on va le dire, il n'est plus scolarisé. Oui. Il traîne dans les rues. On ne sait pas ce qu'il prend comme substance. Voilà. Parce qu'il a un comportement... Il fume déjà. Il fume, on le laisse fumer. Il a un comportement très, disons, en dents de scie. On va dire que quelquefois... En grande souffrance. Il est vraiment dans une grande souffrance. En grande souffrance. Au point que sa situation m'inquiète plus. On ne peut pas confier les enfants aux gens que tu vois comment on est en train de dégrader l'état de santé de ton enfant. C'est ça. Et Norelis qui est en lieu secret. Et tout ça, ils veulent que tu te taises. Tu n'as pas le droit de poser des questions. Le juge n'a pas le droit de te répondre. Et en même temps, ils imposent un truc. Ils te disent, l'article 375 dit ça, dit ça. Mais cet article 375, quand je suis partie regarder, c'est plutôt le concret de cet article que le juge est en train de faire. Exactement. Et franchement, je me pose des questions. J'ai même demandé à retourner chez moi parce que je n'ai jamais vu la violence dans laquelle ils sont en train de me persécuter. Il faut qu'on dise ça. Michel ne veut plus vivre en France. C'est terminé. On a violé trop ses droits. Et du reste... Les menaces. Et on l'a beaucoup menacée. Donc elle a demandé à retourner dans son pays avec ses enfants. Ils sont tous les 4 ressortissants camerounais, donc ils ont le droit de repartir et on les empêche de repartir. Alors qu'il y a un père au Cameroun qui a une belle maison, qui est prêt à accueillir ses enfants, qui assume leur entretien depuis qu'ils sont tout petits, sans jamais faillir. Les grands-parents, il y a toute la famille. Je sors quand même d'une chefferie. Il y a mon papa avait 6 femmes. Le papa du côté, il avait aussi beaucoup de femmes. Donc, je ne vois pas pourquoi il s'obstine à garder un enfant, à lui coller les procédures, surtout Richie. Tout le temps, tu entends qu'il est parti braquer. Et ce qui m'étonne d'un juge, le juge est fier de me blesser, moi, la maman, pour être content de me dire, ton fils est parti braquer, et on l'a collé une procédure. Donc voilà, alors, un enfant qui est passé en foyer, qui vient d'avoir 15 ans, qui a 15 ans depuis pas si longtemps que ça, il était scolarisé, tout se passait bien à la maison, même s'il avait des petites difficultés à l'école, il était suivi par Academia. On le place dans un foyer, qu'est-ce qu'il devient? Il fait des braquages, il est dehors la nuit, il fume,
Il fait des tentatives de suicide, oui. il est livré à lui-même en permanence, donc on ne peut pas dire que l'État français ait pris en charge cet enfant comme il se doit. Il serait temps que l'État camerounais demande son retour au pays auprès de son père, parce que ça devient très urgent. Quant à la petite fille, elle a disparu depuis le 8 juillet 2024. Personne dans sa famille n'a entendu le son de sa voix. Personne ne sait où elle se trouve. Et un juge a écrit dans une ordonnance qu'elle avait été placée au secret. Alors il faut bien comprendre, le placement au secret, ça n'existe pas. L'internement au secret, ça n'existe pas. L'emprisonnement au secret, ça n'existe pas. C'est une violation des droits de l'homme. Et c'est une violation extrêmement grave. Donc aujourd'hui, nous faisons cette vidéo en grande partie pour Norélis, parce que nous voulons savoir où est Norélis et nous lançons un appel à témoins. Tous les gens qui auraient pu voir Norélis, qui auraient pu savoir où elle se trouve, ou qui auraient une idée de qui l'a pris, de qui est en charge d'elle, puissent nous envoyer des messages ou témoigner de ce qu'ils ont vu ou entendu. On va en finir pour aujourd'hui parce que tu travailles et que tu vas courir. 19h. Et que voilà, alors ce qu'on va dire, c'est que dans l'affaire de Michel, tous les droits de l'homme ont été violés, tous les droits de la défense ont été violés, tous les droits des victimes ont été violés. On n'est jamais allé aussi loin dans les violations des droits de l'homme en France. Alors on appelle aussi le gouvernement camerounais à venir en aide à Michel, parce qu'il est temps qu'elle puisse retrouver ses enfants. Et ce serait magnifique qu'elle puisse passer Noël avec ses 2 enfants et en famille. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci Michel.